Bonjour, on va commencer. On va commencer à entrer un peu plus dans les détails du cours. Donc aujourd'hui, on va recommencer à nouveau par cette question de façon un peu plus spécifique, pourquoi des modèles aléatoires? Et puis ensuite, rapidement, on va regarder ce dont je vous avais parlé la dernière fois, c'est-à-dire la méthode de Markov de Monte-Carlo, pour faire des calculs en grande dimension. Et puis ensuite, on va commencer à aborder ce triptyque entre modélisation, apprentissage, inférence, et sur lequel on va ensuite rajouter le problème d'échantillonnage, mais ce sera après. Voilà. Donc, d'abord la question, je vais revenir rapidement sur cette question de pourquoi aléatoire. En grande dimension, ce n'est pas complètement évident. Si on prend même un exemple très simple, qui est l'exemple du bruit blanc gaussien. Qu'est-ce que c'est qu'un bruit blanc gaussien? Si on le regarde d'un point de vue probabiliste, c'est une distribution de probabilité de des variables qui sont toutes indépendantes. Donc, ça va être le produit de chacune des distributions. Et puis, elles sont toutes distribuées selon une loi gaussienne. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un produit avec la même variance. Donc, et puis, je vais prendre une variance qui ça va être x carré sur 2 sigma carré. Et je vais prendre, pour chacune des xi, je vais la distribuer donc, comme une loi normale de variance sigma carré sur d. Donc, si on prend ce simple exemple, évidemment, le produit des exponentielles, ça peut être écrit comme l'exponentielle de la somme. Donc, je vais avoir la somme des xi carré ici divisé par 2 sigma carré fois d. Et puis ici, ce que vous reconnaissez, c'est la norme de x au carré. Donc ça, je peux le réécrire comme ceci. Fois d sur 2 sigma carré. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si vous regardez la somme des xi au carré, de toutes les coordonnées, eh bien, en fait, ce que vous avez, c'est une somme de d variables aléatoires indépendantes qui ont toutes la même moyenne. Leur moyenne, c'est sigma carré sur d. Donc, ça, vous savez que ça va converger vers la somme, c'est-à-dire, si je mettais un 1 sur d, ça va converger vers la moyenne. Et ici, donc, en l'occurrence, comme j'ai déjà renormalisé, je vais pouvoir regarder directement la somme des xi carré. Ça va me donner un 1 sur d. Chacune va avoir du coup une variance égale à sigma carré. Et donc ça va converger vers sigma carré, presque sûrement, quand d tend vers l'infini. Alors ça, c'est la norme au carré. Qui plus est, si je regarde la variance de cette quantité-là, autour de la moyenne sigma carré, la variance de chacune, donc c'est une gaussienne qui a une variance sigma carré sur d. Donc dans le cas d'une gaussienne, la variance du carré, c'est une loi du qui 2, ça va me donner 3 sigma 4 sur, comme c'est sigma carré sur d carré. Et puis, si je regarde la variance du tout, j'ai des variables aléatoires indépendantes, donc ça va me donner d fois la variance, donc fois d, et donc ça va me donner 3 sigma 4 sur d, et donc ça va tendre vers 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ce calcul? Ça veut dire que si je regarde un bruit blanc gaussien, ça va se retrouver sur une sphère, ça c'est la norme de x, de rayon sigma, et puis l'épaisseur, parce qu'il y a une petite épaisseur, elle est essentiellement donnée par la variance, et donc l'épaisseur, ça va être sigma 2 sur racine de d, avec éventuellement
racine de 3 si vous voulez, mais ça va avoir une épaisseur qui va tendre vers 0 quand d tend vers l'infini. Donc autrement dit, si je regarde un bruit blanc gaussien, je peux aussi bien voir ça comme une variété, tout simplement comme une sphère. D'accord? Donc en grande dimension, toutes les distributions de proba, très souvent, parce qu'il va y avoir des propriétés d'indépendance, parce que sinon, de toute manière, on ne sait pas les manipuler, en fait, ça va se concentrer sur des surfaces, sur des variétés. Et donc, on pourrait très bien avoir un regard déterministe, et d'ailleurs, notre expérience du monde est déterministe, alors qu'on peut regarder chacune des propriétés, on le verra un tout petit peu, de la physique sous une forme statistique, avec des propriétés qui émergent à cause de des grands nombres, du fait qu'il y a énormément de particules des atomes qui interagissent. Ben là, c'est un peu pareil. C'est pareil, mais en fait, c'est très, très compliqué de faire de la géométrie en grande dimension. Si on pense simplement à cette sphère, et si je pose la question, donc voilà, j'ai une sphère en grande dimension, où est la masse de la sphère? Ben, a priori, on se dit, j'ai une sphère, j'ai une distribution qui est uniforme sur la sphère, donc si je regarde une sphère comme ça, ben, la masse, elle va être partout. En fait, non, la masse, elle est entièrement sur l'équateur. Alors, comment est-ce qu'on se rend compte, par exemple, que la masse, elle est entièrement sur l'équateur? Eh bien, prenez un vecteur V comme ceci. D'accord? Je peux regarder le produit scalaire d'un élément de la sphère, c'est-à-dire x, produit scalaire avec V. D'accord? X, c'est une variable aléatoire gaussienne. D'accord? Et je fais un produit scalaire, c'est-à-dire une combinaison linéaire des xi fois vi. Donc ça, c'est toujours une variable aléatoire gaussienne. Je peux regarder sa variance, et ça, je vous laisse faire le calcul. La variance de ceci, ça va être la variance de x fois la norme de... Donc si je regarde la variance de x produit scalaire v, il faut tout simplement, si je suppose x par exemple de moyenne nulle, de calculer ce carré, ben je vous laisse vérifier que ça va être la variance de x. La variance de x ici, c'est sigma carré sur d, fois la norme du vecteur. La norme du vecteur, ça vaut 1. Donc c'est sigma carré sur d. Sigma carré sur d, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit scalaire, quand d est grand, il est toujours pratiquement nul. Plus précisément, ça veut dire que x, il va se balader dans une région dont la taille est de l'ordre de sigma sur racine de d, avec une proba qui va être très proche de 1. Donc tous les x de la sphère, en fait, ils sont là. Ils sont orthogonales quasiment à d. Donc vous avez des effets comme ça qui sont très compliqués pour comprendre la géométrie des objets, et là c'est vraiment l'objet le plus simple, des objets en grande dimension. Alors, typiquement, autre raison pour laquelle on va très naturellement uniquement penser en aléatoire, même si le phénomène n'est pas intégralement aléatoire, c'est pour pouvoir calculer, et les calculs les plus simples qu'on va être amené à faire, ça va être de calculer des intégrales, des moyennes. Si je veux calculer l'intégrale d'une fonction f de x, comme ceci, dans un domaine D qui est inclus dans R en dimension D, eh bien on va voir que ça, si on fait ça de façon déterministe, ça va demander beaucoup plus de calculs que si on le fait de façon complètement aléatoire, et c'est ce qu'on va voir maintenant avec la méthode de Monte-Carlo. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, à nouveau, ce point de vue d'aléatoire, c'est à la fois pas que les choses sont intrinsèquement aléatoires, c'est pas non plus qu'on ne peut pas définir des variétés, mais qu'on est en très grande dimension et que ces variétés sont extraordinairement difficiles à manipuler et que derrière la notion d'aléatoire, on va avoir la notion d'indépendance, de séparabilité, et c'est ça qui va jouer un rôle crucial pratiquement dans toutes les mathématiques qui vont apparaître. Alors on va regarder maintenant la méthode de Monte-Carlo. Alors, ça c'est une technique qui a une histoire qui n'est pas très ancienne,
Le premier papier, ça remonte à 1946, écrit par Stan Ullman. Et à nouveau, ça a été posé par un problème qui au départ était déterministe. Réfléchissez au nombre de fois où potentiellement vous pouvez gagner en jouant au jeu du solitaire. Donc, quand vous jouez au jeu de solitaire avec un paquet de cartes, prenez vos paquets de cartes et donc vous déroulez au fur et à mesure. C'est une haine totalement déterministe en fonction des positions des cartes au départ. Et donc, calculer cette probabilité, c'est un problème de dénombrement. Vous regardez parmi tous les ordonnancements possibles de votre paquet de cartes, le nombre de configurations qui va amener à un succès. Simplement, ce problème de dénombrement est horriblement compliqué à résoudre. Alors, si vous êtes un peu paresseux, il y a une façon beaucoup plus simple, évidemment, de le résoudre. C'est tout simplement de jouer au jeu du solitaire, et puis vous jouez un certain nombre de fois, jusqu'à ce que vous ayez gagné une bonne dizaine ou vingtaine de fois, puis vous regardez combien de fois il vous a fallu pour le faire, et puis vous calculez le rapport, et boum, ça vous donne la proba. D'accord ? C'est beaucoup plus simple. Et donc la question, c'est finalement, on est en train de substituer à un calcul déterministe, qui est un calcul de dénombrement, une technique aléatoire. Est-ce que ça peut faire du sens sur beaucoup plus de problèmes? Et à l'époque, donc c'était un physicien, il travaillait avec John von Neumann, ils se sont rendus compte que oui, beaucoup de problèmes de physique des particules devant lesquels ils se retrouvaient, où il fallait faire de la simulation, notamment de production de neutrinos en l'occurrence, se résolvaient beaucoup plus facilement en faisant des simulations aléatoires. Et donc c'est là qu'il y a eu une série de papiers, notamment avec Metropolis, qui a donné lieu à l'algorithme de Metropolis avec les chaînes de Markov, qui ont permis de faire de la simulation aléatoire avec ces méthodes de Monte Carlo, autrement dit Monte Carlo Markov Chain. C'est ce qu'on va voir après. Donc l'idée, c'est quoi? Donc l'idée, elle n'est pas, d'ailleurs pas complète, elle n'est pas nouvelle. Apparemment, il y avait une expérience qui avait été faite par Buffon en, je crois, 1733, qui, pour calculer le nombre pi, pris des aiguilles, les avait lancées sur un parquet, comme ici, et regardait le nombre d'aiguilles qui intersectent les lignes du parquet. Alors là, si vous faites un petit calcul, comme les aiguilles, elles ont a priori une distribution uniforme, l'angle entre 0 et 2π, donc en fonction de la longueur de l'aiguille, de fait que le parquet est horizontal, vous allez vite remarquer que la proportion d'aiguilles va être directement proportionnelle à π, et donc vous pouvez calculer π de cette façon-là. Donc tout ça sont des techniques qui en fait sont basées sur le fait que pour calculer une espérance, l'espérance d'une variable aléatoire, mais en fait c'est tout simplement une intégrale évidemment. C'est l'intégrale de la densité de probabilité dx. Mais cette intégrale, ça c'est la loi des grands nombres, on peut l'estimer tout simplement en faisant un tirage aléatoire. C'est-à-dire que là on a une moyenne, on peut calculer un estimateur de cette moyenne. L'estimateur de cette moyenne, ça va être, quand vous avez n tirages, ça va être la somme des xi, de i de 1 à n. Et ça, vous savez qu'à la fois, c'est un estimateur qui est non biaisé, c'est-à-dire que l'espérance de mu n, c'est la bonne moyenne. Ça va être l'espérance de x, puisque vous calculez la somme des moyennes. Vous savez aussi que comme vos variables aléatoires sont indépendantes, si jamais x a une variance qui est finie, alors à ce moment-là, la variance de ceci, de mu n, ça va être sigma carré sur n. Donc ça va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. Et puis enfin, vous avez la loi forte des grands nombres qui vous dit que ça va effectivement converger vers l'espérance. Et plus précisément, si vous regardez la probabilité pour que mu n
tendent vers l'espérance quand n tend vers l'infini, ça est égal à 1. Autrement dit, vous avez une convergence presque partout. Donc, vous allez pouvoir estimer votre moyenne de cette façon. Alors, vous avez des résultats un peu plus précis parce que vous avez aussi des variables aléatoires qui sont indépendantes. Donc, du coup, vous avez une convergence vers la loi normale. Ça, c'est le théorème central limite. Le théorème central limite, il vous dit que si je regarde mu n moins la moyenne, moins l'espérance de x, si je renormalise de manière à ce que la variance soit égale à sigma carré, à ce moment-là, je multiplie par racine de n, eh bien ça va converger au sens de la convergence en loi vers une gaussienne de variance sigma carré. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette convergence? Ça veut dire que si je regarde la probabilité, c'est-à-dire la distribution, autrement dit la probabilité que racine de n fois mu n moins l'espérance soit plus petit, donc ça c'est la fonction de distribution qu'une certaine valeur z, eh bien quand n tend vers l'infini, ça va converger vers la loi de distribution de la gaussienne, où phi de z, c'est donc 1 sur racine de 2pi, l'intégrale de moins l'infini à z, donc c'est x2 sur 2 dx. D'accord? Donc vous avez la convergence en loi. Alors ça vous dit quoi? Ça vous dit que vous allez pouvoir avoir des intervalles de confiance asymptotiques, parce que ça évidemment c'est dans la limite où n tend vers l'infini. Quand n est grand, vous allez avoir un écart, un estimateur de la probabilité de l'écart entre l'espérance et la moyenne. Alors pourquoi est-ce que ça nous permet de résoudre ce genre de problème? Ça permet de résoudre ce genre de problème parce qu'on peut toujours voir une intégrale donc d'une fonction f de x dx sur un ensemble D comme étant l'intégrale sur tout le domaine RD de la fonction indicateur de l'ensemble D de x de f de x dx. Et puis, je peux toujours associer une probabilité. Si je regarde l'ensemble D qui est ici, je peux lui mettre une loi uniforme, c'est-à-dire je peux définir la probabilité P de x qui est l'indicateur de D sur le volume total de D. Et donc ça, c'est le volume total de D fois l'intégrale de P de x, f de x dx. Autrement dit, je retrouve bien une espérance. Donc ce que j'ai, c'est que je peux toujours écrire une intégrale comme une espérance des valeurs prises par la fonction f. Alors, évidemment, l'espérance, maintenant je peux la calculer avec cette technique. C'est-à-dire que ce que je peux faire, c'est calculer je peux définir une variable aléatoire U qui va être uniforme sur D. Et puis, ce que je vais avoir, c'est que ça va être la somme des I égale 1 à n de f de ui avec un 1 sur n. Donc autrement dit, je vais prendre des points aléatoirement sur D, et puis, je les répartis, et puis je vais regarder la valeur moyenne de la fonction. Donc, à quelles conditions est-ce que ceci va fonctionner? Ceci va fonctionner si ces variables
qui sont maintenant les xi, sont des variables qui ont une variance qui est bornée, parce que ça, c'est quand même l'hypothèse de tout ça. Tout ça, ça converge, mais avec un facteur multiplicatif sigma. D'accord? Et si sigma est très grand, évidemment, il va y avoir une très grande variance, et donc ça va converger avec une erreur beaucoup plus large. Donc, c'est quoi la variance de x? Ben, si f est borné, à ce moment-là, si le sup de la valeur de f est borné, eh bien, ça va me donner une valeur maximum que la variance peut prendre. Donc, je sais que sigma va être toujours plus petit que la norme que le sup que peut prendre la fonction f. Autrement dit, ça me dit, j'ai besoin, pour que ça converge, et avec une erreur, alors le point qui est évidemment important ici, c'est que l'erreur, elle va être toujours de l'ordre de sigma sur racine de n. Donc si ça c'est borné, ben, je vais avoir une erreur qui va être bornée, ou plus petite en tout cas, que la norme à l'infini sur racine de n. Sur racine de n. Donc voilà, ça me dit, tout ça, ça va pouvoir converger. Donc si j'ai suffisamment d'exemples, je vais avoir un bon estimateur de ma fonction f. Alors comment est-ce qu'on applique ça à des exemples un peu classiques? Ben, on peut par exemple avec ça calculer des volumes. Alors si je veux par exemple calculer un volume, le calcul de volume, dans ce cas-là, j'ai mon ensemble D qui est comme ça, et donc ici, f, j'ai envie de calculer mon intégrale avec un f de x qui est l'indicateur de D. D'accord? Ça, c'est le volume. Alors, pour ça, ce qu'on peut faire, si le volume, l'ensemble D, est bien borné, c'est le mettre dans une grande boîte, parce qu'il va falloir avoir une loi distribuée sur D. Et avoir une loi distribuée sur D, au départ, ce n'est pas forcément facile. Donc ce qu'on peut plutôt commencer par faire, c'est faire une grande boîte et avoir une loi qui va être uniformément distribuée sur la grande boîte. Donc je prends un grand rectangle delta, et puis me débrouiller pour que delta soit suffisamment grand pour que ceci soit inclus dans 0 delta en dimension D. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je mets des points au hasard dans la grande boîte. Donc, ça, je peux l'écrire comme l'intégrale sur la boîte, donc, alors, attendez, pour que ce soit cohérent, je vais plutôt l'écrire comme ça, excusez-moi. Je vais le volume total, excusez-moi, parce que sinon il va y avoir une confusion de notation. Le volume total, je vais l'appeler 0D, et je vais vouloir calculer l'intégrale dans un domaine oméga. Pour que je sois sur les mêmes notations, c'est-à-dire l'intégrale sur D d'une fonction f, où f, c'est l'indicateur de la fonction de l'ensemble oméga. D'accord? Et donc, ce qu'on va faire, c'est donc, pour D, on va prendre la boîte 0 delta suffisamment grande, et donc ensuite, je peux réappliquer ce que j'ai écrit là-haut. Ça va être le volume de D, et le volume de D ici, c'est delta à la puissance D, fois l'espérance, et l'espérance, je vais l'approximer avec 1 sur n, la somme des indicateurs sur oméga, des oméga i.
Et donc, ça, ce n'est autre que la proportion de coefficients qui tombent à l'intérieur du domaine oméga. Donc, ce qu'on obtient, c'est que le volume, ça va être le volume total fois la proportion de coef dans oméga, qu'on calcule comme ça. Et donc ça va être un calcul rapide à faire et qui permet de calculer facilement des volumes, et c'est notamment ce qu'on va faire assez systématiquement en grande dimension. Alors l'exemple de pi, eh ben, on peut le retrouver en faisant par exemple un calcul d'un volume d'un quart de cercle. Si je regarde la surface ici, eh ben, ça va être pi r vaut ici 1, donc pi, divisé par 4. Donc là, le volume de oméga, c'est pi sur 4. Et puis ça, je peux le mettre dans un carré comme ceci. Donc, pi sur 4, ça va être la proportion de points que je jette aléatoirement dans un carré qui va tomber à l'intérieur du cercle. Ça, c'est l'équivalent des aiguilles de Buffon. Donc, vous pouvez comme ça calculer pi avec une précision de l'ordre de 1 sur n avec ce genre de saut. Alors, cette idée, on la retrouve absolument évidemment partout en machine learning, puisque à commencer par tous les calculs de moyenne d'erreur, on les fait à partir de données avec des sommes de Monte-Carlo. Si vous voulez par exemple regarder une stratégie au jeu de Go, la manière dont AlphaGo fait pour évaluer la valeur d'une position, que ce soit au Go ou au jeu d'échecs, eh bien, typiquement, ce qu'on fait, c'est on part d'une position, on regarde aléatoirement les parties qui peuvent être jouées à partir de cette position, et on regarde la proportion de parties qui vont être gagnées. Alors, évidemment, tout l'art, c'est de faire aléatoirement des parties qui ne sont pas complètement idiotes, c'est-à-dire de ne pas explorer des zones de l'espace qui sont totalement inutiles. Et ça, c'est l'enjeu, on verra juste après dans les techniques de Monte-Carlo, c'est que faire une exploration aléatoire uniforme, souvent, ce n'est pas très efficace. Mais c'est très très souvent le genre de choses qu'on fait, et à nouveau, au jeu de Go, l'aléatoire, dans ce cas-là, il est tout à fait artificiel. Il est introduit juste comme technique de calcul d'une intégrale. Alors évidemment, du coup, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce calcul d'intégrale de façon déterministe. D'accord ? Parce que finalement, j'ai un problème au départ qui n'est pas très compliqué. Donc si vous voulez le faire de façon déterministe, vous avez votre domaine, par exemple, oméga, et typiquement, ce que vous allez faire, c'est définir une grille. Et la première grille qui vient à l'esprit, c'est de faire une grille uniforme, comme ceci. Et puis, vous allez approximer votre intégrale par une somme de Riemann. D'accord ? C'est comme ça qu'on introduit l'intégrale. C'est-à-dire, je vais faire la somme sur tous les points de la grille, xi, de i égale 1 à n des f de xi. Et puis, je vais regarder l'erreur. Donc ça, c'est une autre stratégie possible pour calculer la même intégrale, et c'est a priori quand même la plus naturelle. Alors, pour calculer l'erreur, si j'ai pris une grille qui est uniforme, ce que je peux faire, c'est décomposer ça comme une somme sur découper mon domaine en petits carrés, d'accord, de manière à ce que chaque carré contienne un point de la grille. Donc, je vais découper ceci comme une intégrale sur chacun des volumes que je vais appeler VK de f de x dx. D'accord ? Alors, si je l'appelle... Bon, ok, je l'ai appelé K, à ce moment-là, je vais l'appeler K ici aussi. Et à ce moment-là, ça va être la somme sur K de
avec de l'intégrale sur Vk de f de x dx moins f de xk. Et puis j'ai un 1 sur n. Et donc, ça, je peux le rentrer à l'intérieur de l'intégrale, comme chacune de mes côtés. Ce que je vais faire, c'est que, comme j'ai n points, le volume de chacun de ces éléments, ça va être 1 sur n. Donc ça va être la somme sur k de l'intégrale sur Vk de f de x moins f de xk. Et mon problème maintenant, c'est de calculer l'erreur et de regarder comment est-ce que l'erreur se compare par rapport à ce que j'avais fait avec la technique de Monte-Carlo. Alors, si vous faites un calcul un peu brutal, mais pas si brutal que ça, si vous savez simplement que votre fonction est dérivable, donc je vais par exemple supposer que ma fonction est C1, donc dérivée et avec une dérivée qui est bornée, et bien ça, je peux le borner par la valeur maximum de la dérivée. Donc si j'ai une fonction qui est C1, autrement dit Lipschitz, ce que je sais, c'est que f de x moins x de xk, c'est plus petit que le sup de la dérivée fois x moins xk. Donc ça va être plus petit que le sup de la dérivée fois somme sur k. Ça va être x moins xk. Donc, je vais avoir. Et puis, j'ai l'intégrale dx, somme sur tous les cas. Ça, je vais le remplacer par le volume. Et puis ça, je vais le remplacer par le sup sur k dx moins xk. Donc, vous avez ceci. Et ici, si je veux mettre n points, comme je l'ai fait avec ma technique de Monte-Carlo, si je mets n points, à ce moment-là, la distance des points va être de l'ordre de n à la puissance moins 1 sur d, parce que j'ai un volume de taille. On va prendre, par exemple, un volume de taille 1 pour simplifier la vie. Donc à ce moment-là, j'ai 1. Donc qu'est-ce que j'ai dans cette inégalité? C'est que ceci, c'est plus petit que le sup de la dérivée, qui est une constante. Et alors, donc j'ai n points, donc la distance, comme je suis en dimension d, pour avoir n points dans un cube, ça va être de l'ordre de n puissance moins 1 sur d, avec une constante, ici. D'accord? Alors, c'est quoi la différence entre les deux, et pourquoi la différence? Est-ce qu'elle est importante ou pas, la différence? Donc ici, observez, j'ai pris une hypothèse qui est plus forte. Je n'ai pas simplement imposé que la fonction était bornée, mais j'ai imposé qu'elle était dérivable et que la dérivée était bornée. Et c'est quoi le résultat le pire? Oui? Oui, ça c'est dramatique. C'est dramatique parce que D, ça peut être de l'ordre d'1 million, c'est-à-dire que déjà pour arriver à quelque chose qui est un petit peu petit, il va falloir que ceci, n, soit une fonction exponentielle de D. Donc ça va décroître très 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 lentement. Alors que ici, ça décroît bêtement comme 1 sur racine de n, comme si D est égal à 1,5. Donc c'est assez étonnant quand on regarde ça, c'est que là on est quand même en train de faire quelque chose de très raisonnable, on est en train de prendre une hypothèse qui est beaucoup plus forte, et on a un résultat, mais alors c'est pas qu'il est pire, c'est qu'il est incroyablement pire. Ici on a une malédiction de la dimensionnalité, là on n'en a pas. Alors pourquoi à votre avis? C'est marrant parce qu'en fait, la technique de Monte-Carlo, on l'utilise tout le temps
Vous l'utilisez tout le temps dès que vous faites le moindre calcul. Et ça, c'est une question souvent qu'on ne se pose pas. Oui ? Oui, les points vont être loin, mais je pourrais dire la même chose ici. J'ai n points, ils vont être loin, en grande dimension. Oui ? Si vous prenez les points ici, ils ne sont pas sur la sphère, mais si vous prenez du bruit blanc, ils ne sont pas sur la sphère non plus au départ. Hein. Quand vous prenez des points, vous ne dites pas ils sont tous sur la sphère. Je prends des points qui sont uniformément distribués selon une gaussienne. Donc si vous prenez une gaussienne entre de variance, elle va avoir typiquement des valeurs qui vont être plutôt plus grandes en 0. J'ai plus de probabilité d'être au centre en apparence de ma sphère, sauf que si je prends tous les points, ils vont se retrouver sur la sphère. Donc on n'est pas exactement, mais quelque part vous avez raison. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas uniforme du tout. Si je regarde une grille comme ça, et que si vous avez des points uniformément sur la sphère, si vous la projetez dans n'importe quel plan, hyperplan ici, eh bien vous allez avoir à nouveau quelque chose qui va être uniforme sur la sphère projetée de l'hyperplan, si vous étiez uniforme sur la sphère. Or ici, si vous projetez tous les points qui sont ici, si je projette en dimension inférieure, ils vont tous se retrouver au même endroit. Donc ce n'est pas du tout uniforme. Là, j'ai des espèces de Dirac de densité. Tous se retrouvent au même endroit. En fait, le problème, c'est que vous êtes en train de définir une distribution de points qui, en une dimension, est uniforme. En deux dimensions, elle n'est pas tout à fait uniforme, mais à peu près. Mais en grande dimension, elle n'est absolument pas uniforme. Donc c'est une très très mauvaise distribution de points si vous voulez évaluer une fonction dont tout ce que vous savez, c'est qu'elle est régulière, donc vous avez intérêt d'être uniforme. Et donc tout le problème des techniques d'échantillonnage comme ça, c'est que c'est difficile de définir des distributions de points qui sont uniformes en grande dimension. On retombe sur cette problématique de géométrie en grande dimension. La géométrie en grande dimension, elle n'est pas si facile que ça à capturer. On l'a vu sur la sphère. Par exemple, la densité, elle est plutôt à l'équateur. Donc il faut faire quand même attention. Et ceci étant, on peut quand même se poser la question, est-ce que de façon déterministe, après tout, c'est un joli problème, est-ce qu'on ne peut pas établir des distributions de points qui sont maintenant uniformes sur la sphère? Alors, déjà, un exercice, c'est qu'un premier truc qu'on peut faire quand vous prenez une grille comme ça, au lieu de prendre une grille qui est une grille carrée, vous pouvez prendre une grille quinconce et mettre les points au milieu. Alors déjà, si vous allez au milieu, ce qu'on peut montrer, c'est que le moins 1 sur D va devenir moins 2 sur D. Déjà, vous avez gagné un exposant. Et puis ensuite, on peut se poser la question, c'est quoi l'optimum? Alors ça, c'est les problématiques de méthode de quasi-Monte-Carlo, où là, on se pose vraiment, et ça, c'est des jolis problèmes d'analyse, la question, comment est-ce que je peux choisir de façon optimale une distribution de points f de xi pour pouvoir approximer mon intégrale, d'accord? Mon intégrale de f de x dx. Alors, dans tous ces types de résultats, on a besoin d'une hypothèse de régularité. Donc, plutôt que prendre le sup de f', on va prendre une hypothèse qui est que la variation totale, c'est-à-dire l'intégrale du module du gradient de f, ça c'est ce qu'on appelle la norme de variation totale, ça c'est fini. Alors ce qu'on peut prouver, c'est que ça, on peut
Et ça, ce soit plus petit que la norme de variation totale fois une constante qui va un peu dépendre de n en 1 sur n. Et ce qu'on peut montrer, c'est que la constante, elle va se situer entre log de n à la puissance d moins 1,5 fois une certaine constante c et log de n à la puissance d moins 1 fois une constante c'. Autrement dit, on ne peut pas faire mieux que 1 sur n fois cette constante qui est en log n. Ça, c'est le mieux qu'on puisse faire, mais on peut l'atteindre. Le seul problème, c'est que ça, c'est meilleur, ou disons, oui, efficace ou meilleur que Monte-Carlo, si typiquement n est plus grand qu'une exponentielle de d. Parce que le problème, c'est qu'ici, il y a des constantes, et que ces constantes, elles dépendent de la dimension, et que toutes les stratégies existantes pour trouver des points sont beaucoup, beaucoup plus inefficaces que les méthodes de Monte-Carlo. Donc, en fait, ce que ça montre ici, c'est qu'on peut faire mieux que Monte-Carlo. Monte-Carlo, je vous rappelle, c'était sigma sur racine de n. Mais Monte-Carlo supposait simplement, essentiellement, que la fonction est bornée. Ici, on fait mieux parce qu'on peut avoir effectivement une décroissance en 1 sur n. Mais le problème, c'est qu'on a des constantes qui sont énormes et on suppose une hypothèse de régularité sur la fonction qui est mine de rien et pas du tout anodine. Ce n'est pas simplement que la dérivée est finie, c'est qu'elle est intégrable. Ça veut dire que quelque part, il y a une forme de parcimonie. La fonction, elle n'a pas des dérivés partout qui sont non négligeables. Donc, du coup, c'est des hypothèses non seulement fortes, mais qui, algorithmiquement, marchent pas bien en grande dimension. Ce qui fait que ce que les gens font, c'est ce qu'on appelle du dithering, c'est-à-dire qu'ils partent de techniques déterministes et ensuite ils font des espèces de modifications aléatoires de leurs points, ce qui améliore les constantes. Mais systématiquement, on voit réapparaître de l'aléatoire et à nouveau, parce que c'est extraordinairement difficile de définir des distributions qui sont uniformes sur la sphère sans les tirer aléatoirement. D'accord ? Donc, c'est toujours le même problème. Alors, ça montre que ces techniques sont très efficaces. En même temps, elles ont des limites. Et c'est quoi la limite d'une intégrale de Monte-Carlo? Donc, la limite, ça va être le fait que les intégrales, on ne va pas forcément vouloir les calculer sur tout l'espace. Et notamment, très souvent, les données, elles vont s'agréger en grande dimension. On va se retrouver avec des données qui s'agrègent dans des sous-parties de l'espace. Et on va typiquement vouloir calculer donc, des intégrales de fonctions des données qui sont concentrées sur des toutes petites parties de l'espace. Et si, effectivement, vous êtes dans une situation où cette intégrale n'est pas nulle, on va prendre par exemple le cas où j'ai une fonction positive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une fonction d'intégrale non nulle qui se concentre sur un domaine qui est de mesure toute petite par rapport à la mesure de l'espace. Donc ça vous dit que f de x forcément va avoir une très grande amplitude. Et ça vous dit typiquement que l'intégrale de f carré de x dx, ça va être très grand. Donc autrement dit, vous êtes dans une situation où la variance, parce que le sup de la fonction va être très grand, et donc si vous calculez une intégrale de Monte-Carlo avec ça, ça va converger très lentement, parce que vous n'avez pas une fonction qui est bornée. Alors ça, une autre manière de le voir plus intuitivement, c'est que vous dites, OK, mon domaine, il est dans un cube, je peux envoyer des points aléatoirement dans mon cube et faire la même chose que ce que j'avais fait, c'est-à-dire
calculer la fonction à partir des valeurs qui tombent à l'intérieur de son support. Le problème, c'est que la proportion de points qui va tomber sur le support est toute petite. Et donc, j'en aurai quasiment aucun. Et donc, je vais avoir à nouveau une très grande variance. Donc, on retombe exactement sur le même problème. Alors, ce problème, il dit quoi? Il dit qu'on ne peut pas simplement se contenter de cette approche un peu naïve qui consiste à définir une mesure uniforme sur un très grand domaine qui inclut le support de la fonction. Il va falloir se restreindre à des ensembles D qui sont au plus proche du support de la fonction. D'accord? Et donc, qui dit ça dit que finalement, la distribution de probabilité qu'il va falloir utiliser, ce n'est pas simplement des distributions de probabilité uniformes sur l'espace, mais des distributions de probabilité qui commencent à ressembler au support. Et donc, il va falloir réussir à créer des distributions de probabilité P de x et échantillonner ces distributions de probabilité de manière à pouvoir calculer plus précisément la somme de Monte-Carlo, des distributions de probabilité qui sont beaucoup plus proches du support. Et c'est là qu'on retombe sur tous les problèmes qu'on va maintenant aborder. C'est comment définir des distributions de probabilité qui peuvent approximer un domaine de façon arbitraire et évidemment comment les échantillonner. Et là, c'est tous les problèmes de génération. D'accord? Vous faites des générations d'images de manière à pouvoir soit les regarder, soit avoir des échantillons pour pouvoir calculer des quantités en moyenne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va regarder maintenant. OK? Donc, ça, c'est la technique de cœur de tout ce qu'on fait pratiquement en grande dimension. Alors maintenant, on va regarder le problème, c'est-à-dire pas simplement la technique de Monte-Carlo, mais qu'est-ce qu'on en fait et comment on fait de la modélisation de probabilités, comment on les approxime au mieux, ces probabilités par rapport à un objectif, et puis rapidement comment on peut faire de l'inférence à partir de ça. Alors, on va regarder maintenant le troisième point, qui est la partie modélisation, apprentissage et inférence. Donc, le problème de modélisation, ça va consister à essayer d'approximer une distribution de proba, P2, X1, X2, XD. Et à nouveau, on a une fonction en grande dimension, donc c'est un problème qui, a priori, va souffrir de la malédiction de la dimensionnalité. Pour prendre un exemple, on va regarder, ça peut être soit ça, soit calculer la probabilité de Y et des données. On peut regarder, par exemple, la probabilité de Y sachant les données. Problème de spam. Donc, un problème de spam, vous avez un mail. Donc, Y, c'est soit 1, c'est un spam, soit c'est 0. Et puis, les X, ça correspond à des mots, par exemple, de la langue française. Donc, XI va être égal à 1 si le mot I de la langue est présent dans le spam ou dans le mail. D'accord? Donc vous avez un code de tous les mots possibles, et ce que vous regardez, c'est les mots qui sont présents ou qui ne sont pas présents. Donc combien de possibilités il y a? Eh bien, vous avez D plus une variable, qui sont toutes binaires. Donc vous avez 2 puissance D plus 1, une possibilité possible. Donc calculer 2 puissance D plus 1 probabilité, ça, dès que D est grand, et en l'occurrence, D ici, c'est le nombre de mots de la langue française, alors même si vous n'avez pas un vocabulaire très riche, ça va être quand même de l'ordre de quelques milliers, donc c'est sans espoir.
Donc du coup, le centre de toutes les problématiques de modélisation, ça va être de prendre ce problème qui est sans espoir et d'en calculer une approximation. Et la première idée qui a été beaucoup utilisée au début pour les spams, c'est d'utiliser une hypothèse d'indépendance, ce qu'on appelle l'hypothèse, un modèle de Bayes naïf. Et l'idée, c'est tout simplement de dire la probabilité de Y sachant X, je peux l'écrire comme P de Y, et puis ensuite je peux dérouler, c'est fois la probabilité de X, alors de XY, P de Y sachant X, la probabilité de X et de Y divisé par la probabilité de X. Oui. Attendez. Ah oui, on va l'écrire, on va inverser. On va écrire comme la probabilité de X sachant Y fois la probabilité de Y divisé par la probabilité de X. Et à nouveau, mon problème ici, c'est un problème de savoir est-ce que j'ai un spam ou pas. Donc ce que je veux, c'est calculer cette quantité-là. Et la probabilité de X sachant Y, donc c'est-à-dire des X1, X2, XD sachant Y, le modèle le plus simple, c'est se dire que les points sont conditionnellement indépendants. C'est si je sais que j'ai un spam, alors l'apparence de deux mots différents est indépendante. Autrement dit, ça, je l'écris comme les produits des probabilités des XI sachant Y pour tous les I. Donc, un modèle comme ça, ça va revenir à maximiser sur Y, P de Y, fois la probabilité de I égale 1 à D de P de XI sachant Y. Donc, autrement dit, tout ce que je regarde, c'est l'information partielle que me donne le fait que j'observe un mot, par exemple gagner 1 million, pilule ou autre, sur le fait que ce soit un spam. En supposant que si je sais que c'est un spam, deux mots sont indépendants, donc ça peut être vrai pour pingouin et gâteau, ce n'est pas forcément vrai pour gagner 1 million de dollars. Donc c'est des modèles qui évidemment sont très approximés, mais le gros avantage de ça, c'est qu'au lieu d'avoir besoin de calculer 2 puissance d plus 1 proba, maintenant j'ai besoin que d'en calculer d. Et près de x, xi sachant y, combien de possibilités j'ai? X, il a 2 possibilités, Y, il a 2 possibilités, donc j'ai 4 états possibles. 4 états possibles et simplement 2 probas, qui sont les probas d'être l'une ou l'autre, donc j'ai que 2 degrés de liberté. Donc ça, c'est pas très compliqué à estimer. Et puis là, j'en ai D, donc je vais avoir O de D proba à estimer. Donc je passe de 2 puissance D à O de D, tout simplement, j'ai fait une séparation. Donc ça marche, et c'est pas si mauvais comme modèle pour faire de la détection de spam. Maintenant, si vous utilisez ce genre de modèle pour faire de la classification d'images, ça veut dire que vous allez simplement regarder un pixel de l'image et vous posez la question, quelle est la proba pour que j'ai un singe dans l'image alors que j'ai un pixel qui vaut 255 ?
D'accord? Ça ne vous donne absolument aucune information. Pour voir apparaître n'importe quoi, il faut commencer à analyser les corrélations des pixels sur l'image pour voir le type de forme qui est défini. Donc ça, c'est des modèles qui ne vont absolument pas marcher dès qu'on passe à des choses un peu plus compliquées. Et donc évidemment, il va falloir définir des familles paramétrées qui sont beaucoup plus sophistiquées, et c'est ce qu'on va regarder en partie. Alors ça, c'est le premier problème. Et on va l'aborder immédiatement après tout ça en regardant les modèles des champs de Markov, qui sont les modèles les plus simples, mais qui déjà commencent à fonctionner sur des problèmes comme les images. Alors, le problème numéro 2, une fois qu'on a défini une famille paramétrée, qui va nous permettre d'essayer d'approximer la distribution de proba, c'est de choisir à l'intérieur de cette famille la bonne proba. Donc ça, c'est le problème d'apprentissage. Donc le problème d'apprentissage, c'est j'ai une famille de proba, Pθ, et puis je vais trouver le meilleur pour approximer P. Alors, il y a une approche pour faire ça. Il y a plein de manières de la voir différemment, qui va consister à minimiser une distance. Et la distance qu'on va prendre, c'est la distance de Kullback-Leibler, la divergence, pardon. Ce n'est pas une distance, qui est définie comme ceci. On définit la divergence entre deux probas P et ici Pθ comme étant l'intégrale de P de x log de P de x sur Pθ de x dx. Alors, première propriété à cause de la convexité du log que vous pouvez vérifier, c'est que ça c'est toujours positif. Mais en fait, ça c'est le point de vue théorie de l'information, c'est pas comme ça que la mesure est arrivée. Si on regarde cette quantité-là, ça je peux le réécrire comme l'intégrale de P de x log de P de x dx moins l'intégrale de P de x log de Pθ de x dx. Et ça, c'est donc la moyenne par rapport à la distribution P de log de Pθ de x. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vraisemblance. Comment on peut l'interpréter? Alors, ça, quand est-ce que c'est apparu? J'ai mentionné la dernière fois, rapidement, 1923, c'était un article de Fischer qui établit les bases de maths des stats, et c'est comme ça qu'il a posé le problème. Alors, d'où vient l'idée? L'idée, c'est que ce qu'on veut, c'est trouver un paramètre θ pour bien modéliser x, sachant que ce qu'on va P, sachant qu'on va partir d'une famille d'exemples, qui sont des échantillons de P. Et l'idée, c'est que ce qu'on veut, c'est définir une distribution de proba telle que les échantillons soient les plus probables possibles pour cette distribution de proba. Donc ce qu'on veut, c'est maximiser P de θ, autrement dit, maximiser le log de P de θ, et ça, on va le faire en moyenne sur les échantillons, et cette moyenne, évidemment, on va l'approximer par une méthode de Monte-Carlo, c'est-à-dire on va l'approximer par une somme I de log de Pθ de xi, d'accord? Et maximiser ça, comme j'ai un signe moins, et que ceci est une constante, c'est équivalent à minimiser la divergence de Kullback-Leibler.
Donc, on peut voir les choses des deux points de vue différents. C'est un peu plus intuitif. Alors, quand on a l'habitude des distances de Kullback-Leibler, c'est assez naturel parce que ce qu'on sait, c'est que ça, c'est toujours positif et c'est égal à 0 si et seulement si P égale Pθ. Et c'est une distance qui a beaucoup de bonnes propriétés. Mais il y a une autre méthode plus intuitive qui consiste à dire qu'en fait, on est en train de maximiser la vraisemblance en faisant ça. Alors, ça, c'est le point de vue, je dirais, non bayésien. Le point de vue bayésien, il va rajouter une hypothèse sur θ. Et ça, c'est équivalent à faire de la régularisation sur l'estimation. Vous pouvez voir le problème comme étant ce qu'on aimerait, c'est calculer P de θ sachant x. Et ce qu'on aimerait, c'est maximiser la probabilité postérieure du point de vue bayésien, c'est-à-dire la probabilité pour que le θ étant donné les observations qu'on a ici, soit de prendre le θ le plus probable. Le θ le plus probable, P de θ sachant x, on peut le voir comme P de x sachant θ fois P de θ divisé par P de x. Et ce qu'on veut, c'est maximiser ceci. Mais P de x sachant θ, c'est exactement ceci. C'est Pθ de x. Donc ici, on va avoir, alors maintenant, maximiser ça, c'est la même chose que de maximiser le Pθ sachant x. Et puis, on va le maximiser, on va prendre la moyenne parce qu'on a une base de données, et on va calculer le maximum sur θ. Donc ça, c'est la même chose que je prends le log et l'espérance. Je vais me retrouver avec la vraisemblance, pas de P de θ de x. Mais j'ai un autre terme qui arrive. Comme je fais le max, ça va être le max sur θ de ceci, et je peux oublier le P de x qui ne dépend pas de θ. D'accord? Donc je vais garder juste les deux termes. Le deuxième terme, ça va être l'espérance sur P, la distribution des x, mais ça je m'en fous. Et donc là, ce que je vais avoir, c'est un plus log de P de θ. Comment est-ce qu'on peut... Alors, pour pouvoir appliquer ce genre de technique, il faut avoir une information a priori sur la distribution des paramètres θ. Donc, comment est-ce que ça se recadre par rapport aux algorithmes classiques? Si vous prenez un algorithme classique de régression linéaire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir un terme d'attache aux données, c'est-à-dire que vous allez essayer de trouver les paramètres qui vont fitter typiquement les observations. Et si vous prenez un modèle linéaire, typiquement θ, ça va être une fonction, alors ça peut être une fonction d'une quantité qui va être non linéaire. Et très souvent, ce que vous allez faire, c'est pour éviter des phénomènes de surapprentissage, c'est imposer un terme de régularisation. Et ça, c'est ce qu'on fait quand on fait du ridge regression, c'est-à-dire on donne une norme, par exemple, de θ au carré, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que l'amplitude des paramètres soit trop grande. Si vous reliez ça à ceci, on veut minimiser ça sur θ, et donc ça, c'est la même chose que maximiser cette quantité, donc ça revient à mettre un signe moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en sous-jacent, vous êtes en train de définir une distribution de probabilité θ qui est en fait sous la forme moins lambda norme de θ au carré. Et donc en fait, le modèle bayésien, vous pouvez le voir, ce qu'on appelle ici le prior, comme étant un terme de régularisation. C'est un terme qui vous dit le θ, ça ne va pas être n'importe quoi, et ça, on l'utilise très souvent pour éviter d'avoir du surapprentissage. Sinon, ça peut être imposé dans l'architecture, par exemple dans l'architecture d'un réseau de neurones. Donc ça, c'est
la problématique d'apprentissage. Et je vais revenir dessus une fois qu'on aura des modèles en Pθ, typiquement pour maximiser, autrement dit minimiser avec un signe moins, la distance de Kullback-Leibler, eh bien, ce qu'on va faire, c'est une descente de gradient, et on va voir les conditions sur lesquelles on tombe sur des problèmes convexes ou pas, ça rapidement. Le but étant quand même de se concentrer sur la problématique d'échantillonnage. Dernier point, ça va être l'inférence, très rapidement. L'inférence, par exemple, si je prends le cas de mes spams, ça va consister à calculer des événements particuliers. Par exemple, quelle est la probabilité pour que j'ai un spam, sachant que je vois apparaître un mot XI et un mot XJ à l'intérieur de mon message. Donc, pour faire ce genre de calcul, ce qu'il va falloir, c'est faire des calculs marginaux, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ça? C'est la probabilité de d'observer Y, XI, XJ, divisée par la probabilité d'observer XI, XJ. Et ceci, ce qu'on a généralement, c'est des observations, c'est-à-dire ce qu'on est capable, c'est plutôt d'avoir la probabilité jointe de X1, X2, XD. Et ce qu'il va falloir, c'est intégrer cette probabilité jointe par rapport à toutes les autres variables, je vais plutôt l'appeler XK, XJ, par rapport à toutes les autres variables. Autrement dit, il va falloir calculer l'intégrale pour I différent de K et de J. Et puis ça, je vais devoir le diviser par l'intégrale pour avoir cette proba-là. Ça va être les probabilités de X1, X2, XD. À nouveau, ça va être une intégrale en très grande dimension pour tous les I sauf K et J. D'accord? Donc, à nouveau, technique de Monte-Carlo. On passe sa vie, en fait, dans ce domaine, à faire des calculs d'intégrale. D'accord? J'aurais pu le calculer de façon déterministe si j'ai un modèle déterministe, mais de toute manière, ça aurait pris beaucoup trop de temps. Donc, on fait tout ça avec un calcul intégral. OK, troisième point. Donc là, rapidement, je vois les 3 points de vue, et puis on rentrera plus en détail. Le troisième point, c'est la modélisation. Et ça, c'est la partie, en fait, qui est la plus ouverte et la plus difficile. C'est de comprendre quelles sont les familles de probas qu'on peut utiliser pour approximer des distributions de données. Et c'est là que les réseaux de neurones ont fait une différence absolument considérable. Donc la modélisation, où est-ce qu'on en était il y a, disons, 20 ans? Je caricature un peu, mais c'était essentiellement, en tout cas pour les applications, des modèles gaussiens. Donc modèle gaussien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu comme le cas de mon bruit blanc. Je vais avoir une distribution de probabilité qui est une exponentielle quadratique. Simplement, au lieu que ce soit moins module de x au carré, je vais avoir une forme quadratique. Ça va être x, produit scalaire, avec un opérateur linéaire qui s'applique à x, fois 1,5. Donc, on a une fonction quadratique, ici, des données, où K, c'est une matrice symétrique, et qui est positive. C'est-à-dire, matrice symétrique, ça veut dire qu'elle peut être diagonalisée, et positive, ça veut dire que toutes ses valeurs propres sont toujours positives. Alors, je vous rappelle juste rapidement, parce que je ne vais pas passer de temps là-dessus, c'est quoi cette matrice K? Ça se relie directement à la covariance. Alors, pour regarder la covariance, on va regarder à la matrice X, X transpose. Alors, n'oubliez pas, X, c'est quoi? C'est un vecteur. X1, alors je peux l'écrire comme ça, XD, on va le voir comme ça, X transpose, c'est la matrice
de tous les xi fois xj. D'accord? Et la covariance, et je vais supposer, pour simplifier les choses, que j'ai que des variables aléatoires qui sont de moyenne nulle. Sinon, il faut soustraire la moyenne. La covariance, c'est quoi? C'est la grande matrice qui peut donc s'écrire comme l'espérance de XX transpose. C'est la grande matrice qui vous donne la moyenne, autrement dit la corrélation entre tous les points. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les moments du second ordre. C'est la description la plus élémentaire d'une distribution de probabilité qui va nous permettre de spécifier notamment les corrélations de toutes les combinaisons linéaires. Et alors, il y a un cas particulier qui est particulièrement important, qui est utilisé partout en traitement du signal notamment et très souvent en traitement d'image, c'est l'hypothèse de stationnarité. Alors, l'hypothèse de stationnarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je regarde x1, x2, xd, alors ces index, ils peuvent être sur une image, un volume ou une ligne. Je peux définir une translation. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder une sous-famille de ces vecteurs. Donc, je vais regarder P de, je prends n'importe quelle sous-famille, x1, x2, i indice k, donc k uplé. Maintenant, je prends ces k points. Si vous voulez penser dans une image, je prends k points dans mon image. Et ces k points, je les translate de n'importe quel taux. Donc je vais obtenir k nouveaux points. Et l'idée, c'est que si je regarde la distribution jointe de ces k points ou de ceux-là, c'est la même. Ça, c'est par définition l'hypothèse de stationnarité. Je vais écrire moins taux ici, xik moins taux. Alors cette hypothèse, elle est très souvent valable. Quand vous prenez une image, si vous n'avez pas de point de référence, vous pouvez la prendre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a une translation, il y a un paramètre de translation qui, a priori, peut être quelconque. Et donc, les images, vous pouvez les voir modulo n'importe quel paramètre de translation. Et si vous associez à ces images une distribution de probabilité, ben, automatiquement, voir apparaître une configuration de points est aussi probable que la même configuration de points translatée vu ce paramètre. Alors ça, évidemment, ce n'est pas vrai si vous avez des images de visages centrés. À ce moment-là, ce n'est pas du tout stationnaire. Mais on va juste se poser dans ce cadre-là, qui est notamment pratiquement tout le temps cas en physique. Et à ce moment-là, si on met ça avec cette propriété-là, eh bien, ce qu'on voit ici, c'est que les espérances de xi fois xj, ça va être les espérances de, je peux faire une translation de j, de xi moins j fois x0. Donc, autrement dit, c'est une fonction de i moins j. Donc ça veut dire que la covariance ne va dépendre que de la translation, que du paramètre de translation. Maintenant, quel est le lien entre la covariance et k? Ben pour ça, il suffit de calculer la covariance. C'est quoi la covariance? C'est donc la moyenne, j'ai dit, de la grande matrice XX transpose fois P de x dx. Et P de x, c'est la constante de normalisation fois e puissance moins 1,5 de x transpose k x dx. Et là, je vous laisse faire le calcul avec le changement de variable. Et miracle, ça, c'est l'inverse de k. D'accord? Donc, autrement dit, la matrice K qui apparaît ici, ce n'est autre que l'inverse de la covariance. Donc, une distribution gaussienne est entièrement spécifiée par les moments du second ordre, et c'est pour ça qu'on a un modèle qui est formidablement simple. Non seulement c'est simplement spécifié par la distribution par la covariance, mais en plus, si vous êtes stationnaire, cette covariance, c'est simplement une fonction de la translation. Autrement dit, c'est une matrice de Toeplitz.
c'est-à-dire que vous avez des lignes qui sont toutes identiques modulo translation. D'accord? Alors, sur ces modèles, typiquement, comme K, c'est l'inverse de la covariance, une des manières de regarder ces distributions, c'est de les regarder dans la base qui va diagonaliser la matrice de covariance. Et ça, c'est évidemment la base de composante principale. Alors maintenant, si vous êtes dans cette situation-là, c'est quoi la base qui va diagonaliser ce genre de matrice? Donc, qu'est-ce que c'est appliquer C à un vecteur X? D'accord? C'est quoi la base qui diagonalise? Ça veut dire que Cx est égal à lambda x. Cx, ça va être quoi? Ça va être la somme des C de xi moins j fois xi, somme sur i. Qu'est-ce que vous reconnaissez ici comme type d'opérateur? Ça, c'est ce qu'on appelle une convolution. La convolution entre C et x, pris dans la valeur j. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut que... Ça va être la même chose si vous faites un changement de variable. Si j'oublie les effets de bord, pour simplifier, ça va être la même chose que C de i fois x, j moins i. Et qu'est-ce qu'il faut que, comment il faut que x se comporte pour que j'ai cette propriété? Il faut que ce soit une sinusoïde. Xi va être de la forme E puissance. Alors, c'est pas très malin le i ici. Allez, je vais l'appeler x indice k, parce que là j'ai besoin du i imaginaire, E. C'est-à-dire que les valeurs propres d'une matrice Toeplitz circulaire ou d'un opérateur de convolution, c'est la base de Fourier. Donc si vous êtes dans une situation comme ceci, où vous avez quelque chose de stationnaire, ben, votre matrice de covariance, vous savez la diagonaliser, c'est la base de Fourier. Alors, si vous regardez ce que ça veut dire géométriquement à nouveau, ça veut dire que vous avez vos axes principaux, qui sont les différentes directions de la base, qui en l'occurrence n'est autre que la base de Fourier, c'est-à-dire que vous allez avoir tous vos vecteurs x oméga, c'est, si je écris comme ça, c'est tous les vecteurs de Fourier, alors, pardon, donc i oméga k sur tous les oméga. Donc vous avez, je vais plutôt les appeler E, les vecteurs de la base. Bon, vous avez les vecteurs E1, E2, E3. Et puis, votre distribution de proba, eh ben, elle est allongée comme ceci. Et le long des axes de symétrie. Et puis, les axes de votre ellipsoïde, ce n'est autre qu'une fois que vous avez diagonalisé votre covariance, c'est les valeurs que vous allez avoir, les variances que vous allez avoir sur la diagonale. Et partout, vous avez des zéros. Ça, c'est les valeurs propres que j'avais notées ici. Ça va être le sigma, les sigma k, les valeurs propres. Donc, ça, c'est le modèle. Donc, je suis désolé, je vais assez rapidement, mais le but, c'est d'aller bien au-delà de ça. Ça, c'est le modèle de base. Le modèle de base, c'est le modèle gaussien qui dit essentiellement mes données sont distribuées sur une ellipsoïde. Cette ellipse, mon seul degré de liberté, mes seuls degrés de liberté, c'est la base orthogonale qui définit l'ellipsoïde et c'est l'élongation, le long, et hop, mes données sont distribuées là-dessus. Donc, pareil, en grande dimension, je vais très vite avoir un phénomène de concentration, c'est-à-dire que ça va se situer comme pour la sphère. La sphère, c'est un cas particulier où en fait tous les axes, tous les sigmas sont égaux, tous les sigma, sigma 2, sigma d sont égaux à une seule valeur. Autrement dit, vous allez avoir sigma carré fois l'identité. Et donc n'importe quelle base. Donc à nouveau, la sphère, c'est un cas particulier évidemment d'une ellipse. Donc ça, c'est les modèles gaussiens. Et dans ce cas-là, on appelle ça la puissance spectrale. Alors je vais vous montrer juste pour voir pourquoi est-ce que ça ne suffit pas.
C'est un exemple que j'avais montré avant, mais maintenant je vais le revoir dans ce cadre-là. Là, ce que vous avez en haut, c'est deux champs physiques avec à gauche de la turbulence bidimensionnelle, donc c'est un champ de vorticité. À droite, vous avez des bulles. Ce que vous avez en bas, eh bien, c'est une distribution gaussienne qui a exactement la même matrice de covariance. C'est-à-dire que ça, la matrice de covariance, vous pouvez la calculer pour n'importe quelle distribution de probabilité. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est dire, OK, je vais calculer la distribution de probabilité avec suffisamment d'échantillons ici ou ici. Observez, ça, c'est des champs qui sont stationnaires. D'accord? Typiquement, vos tourbillons, ils peuvent se placer n'importe où. Donc, vous savez que votre matrice de covariance, elle est diagonalisée dans une base de Fourier. Donc, vous pouvez assez facilement calculer vos variances dans la base de Fourier. Ça va consister à calculer la transformée de Fourier de l'image et puis regarder la valeur des moyennes au carré. Et puis maintenant, vous avez la matrice de covariance. Vous pouvez créer un modèle gaussien. Vous connaissez la matrice K, c'est l'inverse de la matrice de covariance. Et hop, vous pouvez échantillonner. Alors, on reviendra sur les problèmes d'échantillonnage. Échantillonner, c'est-à-dire recréer une image qui est une réalisation typique. Et voilà ce que vous obtenez. Évidemment, ce n'est pas complètement satisfaisant. Ce n'est pas satisfaisant. De toute évidence, vous avez un modèle qui est beaucoup trop simple parce que vous ne capturez absolument pas la géométrie du problème. Et donc, ça veut dire que en fait, vos données, elles ne sont pas sur l'ellipsoïde. Elles se trouvent quelque part ailleurs. Et en fait, une des choses qu'on peut montrer dans ce cas-là, c'est que ça, c'est le modèle d'entropie maximum. Autrement dit, c'est le modèle qui suppose absolument rien en dehors de ça et qui a le plus grand volume. En réalité, si vous prenez de la turbulence, vous avez une structure dans l'espace qui est beaucoup plus compliquée, plus filamentaire, etc., qu'il va falloir être capable de déterminer. Donc, tout le problème ici, c'est comment créer des modèles qui ne sont pas gaussiens, qui sont beaucoup plus précis, qui arrivent à capturer des choses qui peuvent être là-haut. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Ça, je vous avais montré, ça, c'est des modèles typiquement de physique et des modèles qu'on arrive à échantillonner. Mais ce qu'on fait maintenant, et je l'ai expliqué, c'est obtenir des modèles beaucoup plus sophistiqués avec des réseaux de neurones. Alors, j'en profite pour vous parler des séminaires. Donc la semaine prochaine, là, juste après, il va y avoir la seconde session de challenge. La semaine prochaine, on va avoir une session de présentation des gagnants des challenges d'avant, donc surtout des présentations scientifiques pour montrer comment ils ont fait des discussions. Et puis ensuite, on va commencer la série de séminaires de recherche. Et le premier sera fait par Marie-Lou Cabrier, qui va essentiellement travailler, discuter des problèmes de physique statistique à l'équilibre. Donc ça, c'est des problèmes comme ça. Donc à gauche, on va le voir dans le cadre du cours. Ça, c'est ce qu'on appelle phi4, c'est un modèle du ferromagnétisme, et on va voir qu'on arrive à le capturer avec des champs de Markov. Ce n'est pas du tout gaussien, mais c'est quelque chose qui a des dépendances locales. Et le fait d'avoir des dépendances locales fait que vous arrivez à briser la malédiction de la dimensionnalité. C'est probablement une des propriétés les plus fondamentales à comprendre pour comprendre comment on crée des modèles. Et puis ensuite, il y a les modèles qu'on construit avec les réseaux de neurones. Donc moi, je finirai sans doute là-dessus, en espérant que j'ai le temps, mais en tout cas, il y aura des séminaires dessus. Et il y aura le séminaire notamment de Francis Bach, qui sera le 13 mars, qui expliquera les principes de ces algorithmes de score diffusion. La grosse différence, il y a deux différences par rapport à ce dont je vais parler après, c'est dans la technique d'estimation. Et donc on verra, c'est des techniques de Langevin toujours, donc qui va être basée sur ce que je vais décrire, mais avec une idée d'un bruit qui va varier. Mais surtout, c'est le modèle. On va passer de modèles à des modèles paramétrés par des réseaux de neurones. Donc le nombre de paramètres θ, ça va être en centaines de millions, alors que ici, le nombre de paramètres, pour une image de taille d, c'est-à-dire racine de d par racine de d, ça va être le nombre de coefficients le long de la diagonale, et ça, c'est égal à la taille de l'image, donc de l'ordre de d, donc c'est quelque chose qui est estimable. Alors, ça, c'est ce type d'application.
que je voulais juste en profiter pour montrer. Ça, c'est par exemple des problèmes, ce qu'on appelle d'in-painting. Vous avez ici, juste pour vous montrer que c'est toujours des P de Y sachant X, hein, vous avez ici une image qui a été contaminée, donc vous ne savez pas ce qui se passe dans les zones blanches, ou ici. Donc ce que vous observez, c'est X, et Y ici, c'est l'image dans sa totalité. Et ce que vous voulez, c'est calculer P de Y sachant X, et puis ensuite échantillonner P de Y sachant X. Échantillonner, ça veut dire trouver un Y qui suit la loi P de Y sachant X. Étant donné l'observation X, vous voulez échantillonner, et donc voilà le type d'image que vous récupérez, et c'est assez impressionnant. On arrive à récupérer ici le scarabée avec des informations très partielles, sachant qu'évidemment, le P de Y sachant X, il a été appris sur une très très grande base de données, et donc il utilise toutes les formes de régularité qu'on peut obtenir sur les bases de données, les couleurs, sachant qu'on observe ça. Ça, c'est un autre exemple, et c'est très spectaculaire. Ça, c'est le cas d'un visage. Alors, on n'est pas du tout sûr que ce soit le bon visage, d'accord? Il remplit simplement un visage, étant donné l'information partielle. Alors, ça, les problèmes de débruitage, c'est particulièrement important, notamment imagerie médicale, et là, c'est souvent dans le cadre de problèmes inverses. Donc, vous avez ici, par exemple, l'image d'une cellule avec du bruit, parce que typiquement, dans tous les problèmes médicaux, on se retrouve, notamment en rayon X, devant la situation suivante. On ne veut pas exposer les tissus trop longtemps au rayonnement, parce que ça les dégrade, parce que ce n'est pas bon pour la santé. Donc, du coup, le rapport signal sur bruit n'est pas très bon. Et on est toujours dans une optimisation qui consiste à minimiser le temps, mais quand même avoir une image suffisante pour pouvoir faire le diagnostic. Du coup, si vous avez une technique qui est capable d'enlever du bruit, évidemment, vous pouvez minimiser le temps d'exposition, et donc c'est meilleur pour le patient. Donc ça, c'est un algorithme de débruitage. Donc ici, le modèle est tout simple. X, c'est ce que vous observez ici. Vous voulez calculer Y, c'est la vraie image plus du bruit, et à nouveau, vous voulez échantillonner P de Y sachant X. Et voilà, ici, un échantillon. Alors, le gros danger des techniques actuelles et la raison pour laquelle les gens les utilisent de façon très précautionneuse, notamment dans le cadre médical, c'est ce qu'on appelle les phénomènes d'hallucination. C'est-à-dire que vous pouvez, et ça vous le verrez, c'est la base des algorithmes de synthèse par score denoising, partir d'un bruit, une image comme ça, et hop, petit à petit, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est que si vous voulez voir la chose géométriquement, vous savez que votre image, elle se balade, elle est quelque part dans cette ellipse. Vous avez un point ici qui est le Y plus bruit. Et puis, vous allez projeter sur votre surface. D'accord? Et donc, éliminer la composante de bruit qui était ici. Mais le problème, c'est que si vous êtes trop loin de la surface, ben, vous prenez quelque chose qui est essentiellement du bruit et vous allez obtenir, alors là, la surface, évidemment, ce n'est pas une gaussienne, ce n'est pas un gaussien, mais vous allez obtenir quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être totalement faux. Alors ça, ce n'est pas gênant quand c'est un visage, mais c'est très gênant quand il s'agit d'une image pour potentiellement détecter des tumeurs, parce que vous allez voir apparaître aléatoirement une tumeur ou pas une tumeur à partir de simplement un pixel aléatoire qui se baladait et qui était un peu plus sombre que les autres, ce qui va arriver. D'accord ? Donc tout le problème, c'est d'éviter ces phénomènes d'hallucination. Ces phénomènes d'hallucination, c'est typiquement aussi ce que vous pouvez récupérer dans des algorithmes de langage. Alors dans un cas très différent, donc, à nouveau, ça, c'est le problème de séparation de sources. Donc, vous avez une somme de deux sources, et ce que vous voulez, c'est récupérer une des sources à partir de la somme. Alors, ça, c'est un exemple qui date de 2018, donc ça, c'est un autre exemple où ça a été une vraie révolution. Je vais vous faire écouter la somme des deux sons. Donc ça, on pensait que c'était totalement infaisable de séparer deux voix comme ça. Pourquoi? Parce que c'est des voix d'hommes qui ont à peu près la même hauteur de fréquence. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les spectrogrammes, tout se recouvre. Et il faut quand même réussir à les séparer, sachant qu'on ne connaît pas les voix à l'avance, on a simplement une base de données. Et voilà ce qu'on arrive à faire. This allows the shaft to change its length and direction as the
Et ça, c'est 2018, donc c'est infiniment loin dans une échelle de temps de machine learning. Ça, c'était vraiment, ça a été ce genre de résultat un vrai choc, parce que ça fait 30 ans que les gens travaillaient là-dessus en traitement du signal, en essayant de regarder sur le spectrogramme comment distinguer des points à partir des harmoniques, de règles, etc. Et pour y avoir travaillé moi-même, c'était absolument ignoble à côté de ce que vous venez d'entendre. Mais à un point... donc voilà, donc c'est assez étonnant, ce genre de choses. Alors, je vais finir sur une chose, et puis on commencera, je m'arrêterai là-dessus. Pour la modélisation, vous allez voir, il y a deux approches différentes. Il y a une approche qui est la modélisation en utilisant une information causale, c'est-à-dire quand vous regardez des événements X ou Y, eh bien, si vous avez accès aux probabilités conditionnelles de P de Y sachant X, eh bien, vous avez une forme d'asymétrie et vous pouvez créer des graphes de dépendance qui sont causaux. Par exemple, ça c'est ce qu'on appelle des graphes directionnels. Un exemple, vous êtes sensible aux problèmes de santé, ça va influencer la fréquence avec laquelle vous brossez les dents ou la fréquence de vos exercices sportifs, etc. Et donc la probabilité d'avoir des maladies de gencives, etc. Et donc vous avez ce genre de graphes, ce qu'on appelle des graphes bayésiens. Et donc ça, il y aura un exposé là-dessus qui sera fait le 14 février par Michel Sebag. Alors, ces graphes directionnels sont très intéressants, mais sont très difficiles à mettre en place. Et en particulier, tout ce qui est réseau de neurones n'utilise pas de causalité. Ça, c'est actuellement une des grandes frontières de la recherche, c'est d'incorporer de la causalité pour pouvoir faire des implications. Et ça, on ne sait essentiellement pas le faire. On a beaucoup de mal à apprendre et optimiser ce genre de choses. Donc, ce qu'on va faire dans le cadre du cours, c'est utiliser des modèles non causaux. Et c'est ce qu'on va commencer à faire la prochaine fois avec les modèles de Markov. Alors, je vais terminer ici. Je voudrais juste préciser deux choses. L'inscription. Alors là, je vais sortir les feuilles pour la présente. L'inscription et la signature, c'est uniquement pour les élèves qui veulent avoir une note dans le cadre de leur master. Donc les autres, si vous êtes doctorant, si vous suivez juste le cours comme ça, vous n'avez absolument pas besoin. Donc n'oubliez pas de vous inscrire pour cela. Je vais remettre le mail de Dominique Bidois au tableau. Et donc, on a la deuxième séance de challenge. Et là, j'insiste, commencez très rapidement. Il y a juste 2 mois avant les soutenances, le 20 avril. Et donc, il faut vraiment commencer vite. Je mets les listes par ordre alphabétique. Ici, il y a le A. Et par là, il va y avoir le Z. Donc, comme ça vous permet de choisir votre... Et pour ceux qui éventuellement ont oublié d'envoyer le mail, vous pouvez vous inscrire dans les feuilles qui sont ici. Et je vais remettre au tableau le mail là.